Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir le chapitre qui porte sur l'évaluation des ressources humaines. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir les objectifs de l'évaluation, les objets de l'évaluation, les intervenants dans l'évaluation, les principes de l'évaluation, les différentes approches, ainsi que les difficultés de l'évaluation. Donc vous savez que l'évaluation occupe une place majeure en matière de gestion des ressources humaines, car elle détermine de nombreuses pratiques de gestion des ressources humaines. Pratiques telles que la formation, la promotion, la mobilité, la rémunération, etc. Mais avant de voir les objets de l'évaluation, les intervenants, les principes, les différents types et approches, les difficultés de l'évaluation, on va commencer bien entendu par les objectifs de l'évaluation. Donc, le premier objectif, c'est de réaliser un bilan formel des activités accomplies et les résultats. Donc l'évaluation nous permet aussi de définir de nouveaux objectifs, négocier avec les personnes concernées, les plans d'action et la possibilité de faire adopter une stratégie. L'évaluation nous permet aussi la gestion des ressources humaines et ce en définissant les personnes en termes de compétences, en termes de potentiel, en termes de désir d'évolution. Elle permet aussi l'évolution dans les métiers par la gestion prévisionnelle des emplois. Elle nous permet aussi de faire évoluer les collaborateurs avec la gestion prévisionnelle des compétences. L'évaluation nous permet aussi de renforcer l'adhésion du personnel et elle nous permet aussi de générer de la motivation. Un autre objectif de l'évaluation, c'est de responsabiliser le management, c'est-à-dire responsabiliser les chefs hiérarchiques, responsabiliser les responsables de structure, les chefs de structure, etc. L'évaluation nous permet aussi d'assurer la cohérence entre orientation individuelle et orientation collective au sein de l'organisation. L'évaluation nous permet aussi d'instaurer une dynamique d'amélioration permanente de la qualité des prestations des collaborateurs. C'est-à-dire à travers l'évaluation, on va à chaque fois essayer de pallier aux carences constatées et pousser le personnel à améliorer leurs prestations. L'évaluation nous permet aussi le développement de la clarté des relations interpersonnelles, c'est-à-dire clarifier les relations entre les individus et entre les groupes d'individus, c'est-à-dire spécifier pour chacun qui fait quoi et comment. Donc, après avoir répondu à la question pourquoi l'évaluation, maintenant on va répondre à la question qu'est-ce qu'on évalue, quoi. Donc l'évaluation concerne les attributs des personnes dans telle ou telle situation et elle ne concerne donc pas toujours les mêmes caractéristiques. On peut évaluer la personne de façon globale dans un environnement général. On peut évaluer les comportements au travail, les comportements individuels ou collectifs. On peut évaluer le potentiel, on peut évaluer les compétences, etc. Donc il y a de nombreux attributs qu'on peut évaluer ou qu'on doit évaluer. Une fois l'objet de l'évaluation choisi, il faut rendre clair sa définition et les critères d'évaluation. Si les résultats sont à évaluer, il convient d'abord de déterminer la valeur attribuée au terme résultat, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif, le nombre de pièces produites, la qualité, le temps nécessaire pour réaliser tel ou tel produit, etc.
Il convient aussi de définir les différences entre résultats individuels et résultats collectifs, puis déterminer les critères d'évaluation. Et ce, afin de réduire la part de subjectivité de l'évaluation. C'est-à-dire, on doit faire en sorte que l'évaluation soit objective, et pour s'assurer de cette objectivité, il va falloir déterminer les critères avec précision, les critères d'évaluation. Ensuite, il est nécessaire d'identifier les acteurs de l'évaluation afin de coordonner l'échange qui doit se produire lors de l'évaluation. Donc jusque-là, on a répondu à la question pourquoi l'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue. Maintenant, on va voir qui évalue, ou bien plus exactement, qui sont les intervenants dans le processus d'évaluation. Donc l'évaluation relève généralement d'un positionnement stratégique et de fait appartient au sommet stratégique de l'organisation ou de l'entreprise qui en donne les grandes lignes. Les acteurs de l'évaluation sont d'abord les concepteurs qui déterminent le but de l'évaluation. Donc là, il s'agit de la direction générale de l'entreprise. Deuxièmement, les spécialistes qui élaborent les procédures et veillent à leur bonne utilisation, que ce soit des spécialistes internes ou externes, c'est-à-dire ceux qui vont concevoir les procédures d'évaluation. Troisième acteur, les fournisseurs. Et par fournisseurs, on entend les éléments qui divulguent les informations nécessaires, telles que les informations relatives à la productivité des agents, les retards, les arrêts maladie, etc. Là, on parle du service personnel qui suit la présence des emplois, et on parle des supérieurs directs qui suivent la productivité de chaque agent, etc. C'est-à-dire ceux qui nous fournissent, les fournisseurs, ceux qui nous fournissent les informations nécessaires à l'évaluation. Quatrième intervenant, les producteurs qui mettent en œuvre l'évaluation. D'ordinaire, il s'agit du cadre de proximité, c'est-à-dire le responsable hiérarchique direct qui va procéder à l'évaluation de son subordonné. Donc, cinquième acteur, les destinataires. Les destinataires sont les utilisateurs de l'évaluation qui vont utiliser les résultats. Qui vont utiliser les résultats et les rapports d'évaluation. Donc là, il s'agit soit de la structure ressources humaines, soit de la direction générale de l'entreprise. C'est-à-dire en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son organisation. Et puis, comme acteur, donc l'ensemble des salariés. Donc les salariés sont la population qui va subir l'évaluation. C'est-à-dire c'est la population à évaluer. Donc souvent le choix se fait entre l'évaluation des cadres non cadres ou bien l'évaluation de tous les employés. L'évaluation, elle peut être individuelle comme elle peut être collective, c'est-à-dire on évalue chaque employé séparément, ou bien on évalue les collectifs, par exemple le collectif commercial, le collectif de production, etc. La détermination de la population à évaluer oriente les choix quant aux méthodes et aux conditions de participation des personnes à l'évaluation. C'est-à-dire, à travers notre choix de la population à évaluer, on va adopter la méthode adéquate pour mener à bien cette évaluation. Donc pour mener à bien une évaluation, donc il y a un certain nombre de principes à respecter. Le premier principe, c'est la mesure objective de la performance. Donc bien entendu, l'objectivité est indispensable à la réussite de
l'évaluation. Deuxième principe, l'adaptabilité des critères. Donc nous avons dit que l'entreprise change souvent et l'environnement de l'entreprise change souvent, ce qui nécessite des adaptations. Entre autres, donc l'évaluation doit s'adapter aux évolutions de l'environnement et aux évolutions de l'entreprise. Troisième principe, la cohérence des critères avec l'objet de l'évaluation, c'est-à-dire les critères d'évaluation doivent correspondre à l'objet de l'évaluation. Si on mesure la productivité, donc il faut que les critères correspondent à ce facteur. Si on évalue la structure commerciale, donc on doit il faut que l'évaluation porte sur les éléments relatifs à la structure commerciale. Quatrième principe, ne pas lier évaluation et licenciement. Ne pas lier évaluation et licenciement. Donc cela va influencer sur l'efficacité de l'évaluation, c'est-à-dire lorsque l'objet ou bien lorsque l'employé se met dans la tête que à travers cette évaluation, il risque d'être licencié, donc on risque d'aboutir à des résultats, disons, qui ne reflètent pas la réalité de l'entreprise. Cinquième principe, former les appréciateurs et les appréciés, c'est-à-dire former ceux qui vont mener l'évaluation et ceux qui vont faire l'objet d'une évaluation. Sixième principe, rechercher la transparence. Donc cela marche de pair avec l'objectivité. C'est-à-dire, d'un côté, l'évaluateur doit être objectif, de l'autre côté, il faut chercher aussi la transparence pour aboutir à des résultats représentatifs et qui reflètent la réalité de l'entreprise et la réalité des employés de l'entreprise. Et enfin, l'évaluation doit absolument respecter le cadre réglementaire. Par cadre réglementaire, on entend le code de travail, la convention collective, le règlement intérieur, etc. Donc à présent, nous allons voir les différentes approches et les différentes méthodes d'évaluation. On va commencer par les approches d'évaluation. Donc il y a plusieurs approches pour mener notre évaluation des ressources humaines. Donc il y a les approches emploi de nature globale, les approches de nature critérielle, c'est-à-dire qui se basent sur des critères, les approches purement compétences, et la dernière approche, c'est les approches mixtes, c'est-à-dire emploi compétences. Bon, les approches emploi de nature globale. Le principe de l'évaluation des emplois, les uns par rapport aux autres, pour les classer par ordre d'importance. Donc les emplois de l'entreprise sont classés en fonction de leur contribution et de leur valeur pour l'entreprise. Généralement, dans les conventions collectives, on trouve le classement des emplois en fonction de critères généraux, caractéristiques des emplois d'une branche ou bien d'une spécialité quelconque. La deuxième approche, c'est l'approche de nature critérielle. Donc là, il s'agit de la prise en compte des connaissances professionnelles nécessaires au poste, mais aussi des exigences physiques, des conditions de travail, des risques professionnels, des qualités morales, etc. Ce qui conduit à une description analytique du travail avec une échelle de cotation précise pour chaque critère. Troisième approche, c'est les approches purement compétences. Là, il s'agit de mesurer les compétences en dehors des références à l'emploi occupé. Et enfin, la dernière approche, c'est les approches mixtes, emploi-compétences. Là, il s'agit de décomposer l'emploi en activités, de recenser les compétences nécessaires à la situation de travail.
Donc, la décomposition de l'emploi en activité selon la logique des critères. Le développement de nomenclatures qui permettent de décrire les emplois en introduisant leurs spécificités et en permettant d'assouplir leur définition. Ce qui permet de prendre en compte l'élargissement de l'emploi par le salarié du fait de sa qualification supérieure à celle requise par le poste. Il s'agit aussi de la segmentation des emplois à partir des compétences, et ce, à travers l'identification de toutes les compétences nécessaires au poste. Maintenant, pour les méthodes d'évaluation, il y a de nombreuses méthodes d'évaluation, à commencer par l'appréciation des compétences, l'évaluation de la performance, le feedback 180 degrés et 360 degrés, qu'on va détailler. Et puis, il y a les centres d'évaluation, ou ce qu'on appelle les assessment centers. Donc, on va commencer d'abord par l'appréciation des compétences. Les méthodes d'appréciation des compétences ont évolué depuis les années 60-70. Mais ces méthodes sont souvent critiquées en raison de leur manque d'objectivité et de pertinence. Pourquoi? Parce que les critères utilisés dans ces méthodes ne sont pas faciles à mesurer. Pourquoi? Parce que l'appréciation se basait sur des critères tels que l'organisation, tels que les qualités relationnelles, tels que l'application. Donc vous voyez que ce sont des critères qu'on ne peut pas mesurer avec objectivité. C'est-à-dire organisation, qui est organisé, qui on peut qualifier. Est-ce qu'on peut qualifier telle personne, elle est organisée, l'autre personne moins organisée ou pas organisée? Et comment on mesure ça? Deuxième méthode d'évaluation, c'est l'évaluation de la performance. Donc le principe de l'évaluation du salarié est possible en fonction de la réalisation d'objectifs fixés en début de période. Donc c'est une pratique courante et cohérente avec les objectifs de productivité. Donc, elle consiste en un rappel des objectifs fixés au salarié et les résultats atteints par ce salarié. Donc, l'évaluation de la performance nécessite en outre que l'on puisse se référer à des indicateurs reconnus afin de garantir l'objectivité de l'évaluation. Enfin, une évaluation de la performance doit être couplée avec un système de récompense qui peut se retrouver dans la rémunération variable, c'est-à-dire une prime variable en fonction du taux de réalisation des objectifs. Les systèmes d'évaluation de la performance posent en outre la question d'équilibre entre le collectif et l'individuel. Donc, la récompense des comportements individuels pouvant nuire à la performance du groupe. D'accord? Donc, il doit y avoir un certain équilibre entre la prime individuelle et la prime collective, ou bien l'évaluation de la performance individuelle et la performance collective. Toutefois, il y a lieu de noter que un individu ou bien un employé qui n'est pas performant et qui fait partie d'une équipe peut nuire à la performance de cette équipe. Troisième méthode d'évaluation, c'est les feedbacks 180 degrés et 360 degrés. Donc ce sont des méthodes d'origine anglo-saxonne. Elles sont basées sur l'idée que pour évaluer de façon correcte les compétences et les qualités d'un collaborateur, il faut prendre en compte les points de vue de sa hiérarchie, mais aussi les avis de ses subordonnés et des interlocuteurs habituels, c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau hiérarchique que lui. Donc, trois niveaux
d'appréciation sont ainsi identifiés. Donc à 180 degrés, on va prendre en compte l'évaluation, c'est-à-dire pour chaque individu, on va prendre en compte l'évaluation de son supérieur hiérarchique, mais aussi de ses pairs, c'est-à-dire ses interlocuteurs habituels qui sont au même niveau hiérarchique. Par exemple, le chef de service commercial, on va prendre en compte l'évaluation de son directeur, mais aussi du chef de service production avec lequel il travaille en collaboration étroite. Le chef de service comptabilité, pourquoi? Parce qu'il travaille en collaboration étroite avec le service comptabilité en même temps. Donc ça, c'est l'évaluation à 180 degrés. Il y a aussi l'évaluation à 360 degrés. Donc, on prend en considération l'avis de la hiérarchie, le supérieur, l'avis des pairs, c'est-à-dire les gens qui sont au même niveau hiérarchique que lui, qui travaillent en collaboration étroite avec lui, mais on prend en compte aussi l'avis des subordonnés. C'est-à-dire le bonhomme, il est évalué par son supérieur, par ses pairs, c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau hiérarchique que lui, et par ses subordonnés. Et puis, il y a l'évaluation aussi à 540 degrés. Donc là, on prend en considération les avis extérieurs à l'organisation. C'est-à-dire, pour un agent commercial, on va prendre en considération l'évaluation des clients. Dans certains cas même, on prend en considération l'évaluation des fournisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on évalue dans cette méthode? Donc, dans cette évaluation, on évalue l'individu sur ses capacités de communication, le sens stratégique, savoir partager une vision claire des principaux objectifs visés. On évalue aussi sa capacité à susciter l'adhésion aux nouveaux projets et aux changements. On évalue aussi son savoir en matière d'organisation de travail de façon efficace. On évalue aussi sa capacité à motiver ses équipes. On évalue le suivi de ses activités, des performances de l'équipe, l'innovation, le sens éthique, l'intégrité, la gestion de la diversité, etc. Ça, il y a de nombreux points qu'on va évaluer à travers cette méthode d'évaluation. Cependant, ces méthodes d'évaluation posent des difficultés. La première difficulté, c'est que c'est un processus coûteux. Donc on va prendre en considération pratiquement toutes les personnes en contact avec l'individu. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'interactions qui existent au niveau d'une grande entreprise. Donc si l'on réalise une telle démarche correctement, ça va coûter certainement les yeux de la tête. Deuxième problème, l'évaluation à 360 degrés, c'est-à-dire la prise en considération de l'évaluation des subordonnés, ne s'adapte pas facilement à toutes les cultures sur le marché du travail. Par exemple, le principe de l'évaluation d'un supérieur par un subordonné est assez loin de la culture algérienne. On voit mal en Algérie qu'un subordonné évalue son supérieur. La même chose au Japon. Donc puisque au Japon, donc la culture dominante au Japon, c'est le respect le plus absolu de la hiérarchie. Donc on voit mal un subordonné évaluer son supérieur. Troisième problème, c'est que les salariés craignent souvent des mesures de rétorsion de la part de l'évalué. Marginalisation par exemple, la marginalisation de certains collaborateurs, le règlement de compte, la vengeance, etc. Le fait qu'un subordonné donne une mauvaise note à un supérieur, donc il peut s'attendre à des mesures
de ce genre. Quatrième méthode d'évaluation, ce qu'on appelle les centres d'évaluation ou assessment centers. Donc cette méthode, souvent utilisée en matière de recrutement et de promotion. Elle consiste en la mise en situation du salarié pour identifier ses compétences et potentiels à travers des simulations. L'objectif attendu à travers la démarche est de donner des réponses claires par rapport à certains aspects du poste à pourvoir. Pour la réalisation de cette démarche, il convient de définir certaines conditions. D'abord, il faut préciser les compétences liées au poste. Deuxièmement, on doit choisir les simulations qui mobilisent les compétences clés nécessaires à l'occupation efficace du poste. Troisièmement, on doit faire participer plusieurs évaluateurs. Et quatrièmement, on doit mettre en commun les observations afin de proposer une évaluation. Donc, on peut ajouter aux méthodes d'évaluation la gestion individuelle des parcours professionnels. Pourquoi? Parce qu'avec la logique de parcours professionnel, on assiste au renforcement du rôle de gestionnaire des ressources humaines dans l'entreprise. La mobilité et l'évolution du salarié dans son service et entre les services introduit la présence du gestionnaire des ressources humaines dans un environnement appartenant jusqu'alors au cadre de proximité qui réagit ou bien qui gérait la promotion au sein de son service. Donc, l'utilisation des entretiens, la participation à des bilans professionnels et de compétences permet de connaître le salarié, de définir un parcours professionnel correspondant à ses aspirations. Elle permet aussi de proposer des formations qui vont faciliter son évolution. Le dernier point dans ce chapitre qui porte sur l'évaluation, c'est les difficultés de l'évaluation. Donc, la première difficulté que l'on rencontre lors de l'évaluation, c'est que c'est l'absence d'enjeu réel de cette évaluation. C'est-à-dire on réalise l'évaluation juste parce que il y a une obligation, il y a une procédure, il y a une réglementation. Donc ça, c'est un problème et ça détourne l'évaluation de son objectif réel. Deuxième difficulté, les processus de décision peuvent se démontrer incohérents, notamment lorsque la carrière ne dépend pas directement de l'entretien d'évaluation. Parfois, les processus de décision sont incohérents et ne correspondent pas réellement au processus ou bien au résultat de l'évaluation. Troisième difficulté, l'implication simplement verbale des dirigeants. Ça, c'est une autre difficulté, c'est-à-dire les dirigeants ne sont pas réellement impliqués dans le processus de l'évaluation. Quatrième difficulté, le manque de formation, que ce soit des évaluateurs ou bien des personnes à évaluer. Donc, lorsqu'il y a une insuffisance en matière de formation de ces deux catégories, donc certainement, l'évaluation ne va pas atteindre ses objectifs. Cinquièmement, des obstacles apparaissent surtout liés à la pluralité des attentes à l'égard de l'appréciation. Celles-ci ne peuvent être toutes satisfaites, c'est-à-dire chacun attend quelque chose à l'issue de l'évaluation. Les aspirations sont différentes.
Les attentes sont différentes. C'est-à-dire l'employeur attend quelque chose, les employés attendent autre chose, et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc ça aussi, c'est un problème, l'un des problèmes qu'on rencontre lors de l'évaluation. Donc merci.